enregistrement de la vidéo. Donc, grand 4, vous pouvez le noter, les différences culturelles et le problème du racisme. Culturel, le problème du racisme. Pardon? C'est dans le cours, à la suite, grand 4, les différences culturelles, le problème du racisme. Et nous allons lire un extrait du chapitre 3 de Race et Histoire, intitulé, donc, chapitre intitulé L'ethnocentrisme. Alors, je vais expliquer le texte de manière linéaire, paragraphe par paragraphe, et essayer d'en montrer les enjeux pratiques, les enjeux politiques notamment, et moraux. Donc, Claude Lévi-Strauss, Race et Histoire, 1952, chapitre 3, l'ethnocentrisme. Simplement un mot, qu'est-ce que c'est que Race et Histoire? Race et Histoire, c'est une brochure, c'est un texte relativement court que Lévi-Strauss avait écrit pour l'ONU lorsqu'on lui avait demandé effectivement de parler de la question du racisme. Brochure qu'il va publier, je crois que même qu'il a prononcé une conférence à l'ONU dans le cadre de la création de ce qui va s'appeler plus tard l'UNESCO, et dont ce texte est d'une certaine manière, je ne vais pas dire l'épitaphe, mais il y a un petit peu de ça, c'est-à-dire que c'est le texte qui va présider vraiment à la création de l'UNESCO. Et pourtant, il semble que la diversité des cultures soit rarement apparue aux hommes pour ce qu'elle est, un phénomène naturel, résultant des apports directs ou indirects entre les sociétés. Ils y ont plutôt vu une sorte de monstruosité ou de scandale. Dans ces matières, le progrès n'a pas tellement consisté à dissiper cette illusion au profit d'une vue plus exacte qu'à l'accepter ou à trouver le moyen de s'y résigner. Alors, que nous dit Lévi-Strauss? Lévi-Strauss va tordre le cou à une idée qui serait peut-être une idée de bon sens, mais qui va s'avérer être une idée totalement fausse. On pourrait penser que moins il y a de contact entre les sociétés, plus il va y avoir de diversité culturelle, plus chaque culture va pouvoir préserver et maintenir son identité. Au contraire, on pourrait penser que plus il y a d'échanges entre les sociétés, plus il y a d'échanges entre sociétés voisines, et plus ces sociétés vont finir par se ressembler. À force d'échanger entre groupes voisins, on finit par se ressembler. Est-ce que ça vous irait, ça, comme idée? Mathieu, je ne sais pas ce que vous faites, regardez-moi. Est-ce que l'idée que les échanges produisent de l'homogénéité, c'est-à-dire de la ressemblance, ça vous semble être une idée raisonnable? Autrement dit, plus des groupes vont échanger, plus ils vont avoir de relations type euh, commerce, échange culturel, mais aussi, pourquoi pas, guerre, plus ces sociétés vont se ressembler. Est-ce que c'est une idée qui vous semble aller de soi, ou est-ce que c'est une idée qui vous semble complètement fausse? Ça a l'air vrai, et pourtant c'est faux. Et pourtant c'est faux. Autrement dit, nous, ce qu'on pense spontanément, c'est que moins deux sociétés ont d'échanges et d'interactions, plus elles vont être différentes, et plus elles vont pouvoir maintenir leur identité culturelle, garder et conserver leur identité. Et on aurait tendance à penser que plus des sociétés échangent, et plus elles vont se ressembler. Or, c'est faux. En fait, c'est le contraire qui se produit, nous dit Lévi-Strauss. Plus deux sociétés ont d'échanges, d'interactions, et plus elles vont se différencier. A l'inverse,
plus des sociétés vont s'isoler, ne pas avoir d'échanges, et plus elles vont se ressembler. Alors, il suffit de voir le bouillonnement culturel, par exemple, qu'il y a eu en Europe, euh, des pays voisins qui n'ont cessé d'échanger on s'échangeait des poètes, on s'échangeait des peintres, on s'échangeait des techniques, on s'échangeait évidemment des biens de consommation, en particulier des marchandises. Et de temps en temps, quand même, on se faisait la guerre. Eh bien, ça va donner des différences culturelles absolument gigantesques. Mais prenez par exemple des sociétés primitives comme certaines tribus amérindiennes d'Amazonie. Elles se ressemblent beaucoup dans leurs mœurs, dans leur culture, précisément dans la mesure où elles sont totalement enclavées et ne vont jamais avoir de contact avec les tribus voisines. Autrement dit, plus on échange, plus on se différencie, plus on se distingue, moins on échange, moins on se différencie, moins on se distingue. Okay. Si vous voulez, il y avait du temps de mon arrière-grand-père des villages dans le centre de la France, hein, dans le Cantal ou dans la Creuse. On naissait et on mourait dans le même village, et finalement, tous les villages de Creuse se ressemblaient, alors qu'ils n'avaient absolument aucune interaction. Aujourd'hui, évidemment, on aurait tendance à dire, plus des villages, des sociétés ou des communautés s'isolent, plus elles vont se différencier. En fait, c'est le contraire. C'est vraiment le contraire qui se produit. Donc, vous pouvez noter cela. Donc, l'une des explications qu'on peut donner au phénomène du racisme, c'est que les êtres humains voient la diversité culturelle comme, je cite, une sorte de monstruosité ou de scandale. Fin de la citation. Une sorte de monstruosité ou de scandale. Alors, en réalité, c'est un phénomène naturel. En réalité, c'est un phénomène naturel qui s'explique, contrairement à ce qu'on pourrait croire, par les échanges entre sociétés. C'est un phénomène naturel qui s'explique, contrairement à ce que l'on pourrait croire, par les échanges entre les sociétés. Plus deux sociétés, contrairement à ce que l'on pourrait croire, je ne sais plus exactement ce que je disais.
qui s'explique par des échanges entre les sociétés. Alors, plus deux sociétés ont d'interactions, plus elles vont se différencier. Plus deux sociétés voisines s'isolent, et plus elles vont se ressembler. Plus deux sociétés voisines s'isolent, et plus elles vont se ressembler. C'est un petit peu la surprise, parce qu'on pourrait s'attendre à l'inverse. On pourrait penser que c'est l'inverse qui va se produire. Et donc, ce que nous dit Lévi-Strauss, c'est que le progrès, par rapport à cette question du racisme, le progrès, ça va consister non pas à adopter une vue scientifique sur la question, à savoir qu'il est naturel que deux sociétés se distinguent, se différencient, si elles ont des échanges. Ce que va dire Lévi-Strauss, c'est qu'on va se résigner plutôt au fait de la différence culturelle, des différences culturelles, au lieu de chercher à expliquer ce phénomène. Je poursuis la lecture du texte. Matthieu, wake up. L'attitude la plus ancienne. Tout le monde a lu un Astérix? Oui. Il faut avoir lu ou vu un Astérix. L'attitude la plus ancienne et qui repose sans doute sur des fondements psychologiques solides, puisqu'elle tend à réapparaître chez chacun de nous quand nous sommes placés dans une situation inattendue, consiste à répudier purement et simplement les formes culturelles, morales, religieuses, sociales, esthétiques, qui sont les plus éloignées de celles auxquelles nous nous identifions. Habitude de sauvage. Cela n'est pas de chez nous. On ne devrait pas permettre cela. Autant de réactions grossières qui traduisent ce même frisson, cette même répulsion, en présence de manières de vivre, de croire ou de penser qui nous sont étrangères. Ainsi, l'Antiquité confondait-elle tout ce qui ne participait pas de la culture grecque puis gréco-romaine sous le même nom de barbare. La civilisation occidentale a ensuite utilisé le terme de sauvage dans le même sens. Je poursuis la lecture jusqu'au paragraphe suivant. Ce point de vue naïf, mais profondément ancré chez la plupart des hommes, n'a pas besoin d'être discuté, puisque cette brochure en constitue précisément la réfutation. Il suffira de remarquer ici qu'il recèle un paradoxe assez significatif. Cette attitude de pensée, au nom de laquelle on rejette les sauvages hors de l'humanité, est justement l'attitude la plus marquante et la plus distinctive de ces sauvages mêmes. On sait en effet que la notion d'humanité, englobant sans distinction de race ou de civilisation toutes les formes de l'espèce humaine, est d'apparition fort tardive et d'expansion limitée. Pour de vastes fractions de l'espèce humaine, et pendant des dizaines de millénaires, cette notion paraît être totalement absente. L'humanité cesse aux frontières de la tribu, du groupe linguistique, parfois même du village, à tel point qu'un grand nombre de populations dites primitives se désignent d'un nom qui signifie les hommes, ou parfois, dirons-nous avec plus de discrétion, les bons, les excellents, les complets, impliquant ainsi que les autres tribus, groupes ou villages ne participent pas des vertus ou même de la nature humaine. On va souvent
jusqu'à priver l'étranger de ce dernier degré de réalité en faisant un fantôme ou une apparition. Ainsi se réalisent de curieuses situations où deux interlocuteurs se donnent cruellement la réplique. Dans les Grandes Antilles, quelques années après la découverte de l'Amérique, pendant que les Espagnols envoyaient des commissions d'enquête pour rechercher si les indigènes possédaient ou non une âme, ces derniers s'employaient à immerger des Blancs prisonniers, afin de vérifier par une surveillance prolongée si leurs cadavres étaient ou non sujets à la putréfaction. Alors, que nous dit Lévi-Strauss dans ces deux paragraphes? Lévi-Strauss nous dit que le racisme, et plus exactement l'ethnocentrisme, est une attitude profondément ancrée dans notre psychologie et qu'elle a probablement des racines historiques extrêmement lointaines et profondes. Donc, pourquoi nous dit-il cela? Il nous le dit parce que spontanément, lorsque nous sommes face à des rituels, à des mœurs, à des expressions sociales et culturelles d'une nature ou d'une autre, plus nous les jugeons éloignés de nous, et plus nous allons dire, hein, ils sont fous ces Romains, exactement. Et plus exactement, habitude de sauvage, cela n'est pas de chez nous, on ne devrait pas permettre cela. Il y a un personnage, je crois que c'est dans Le Cadeau de César, qui n'est pas un de mes Astérix préférés, mais il y a une réplique absolument géniale d'un personnage qui est joué par H. Canonix. H. Canonix, c'est le vieillard qui est marié à une sorte de bombe pulpeuse, pas du tout de son âge. Et H. Canonix va dire la chose suivante, de mémoire: je n'ai rien contre les étrangers, mais ces étrangers-là ne sont pas de chez nous. Ces étrangers-là ne sont pas de chez nous. Bah oui, forcément. Alors, ce que nous dit Lévi-Strauss, c'est que nous avons tendance à voir la différence culturelle comme un problème moral. Autrement dit, nous identifions spontanément nos pratiques culturelles au bien, et dès qu'une pratique culturelle s'éloigne de notre norme, nous l'identifions au mal, ou plus exactement, nous leur nions même la qualité de culture. Qu'est-ce que c'est qu'un barbare? Qu'est-ce que c'est qu'un barbare? Qu'est-ce que c'est qu'un sauvage dans le sens étymologique, c'est-à-dire dans l'origine même sémantique du mot, du sens du mot? Un barbare, je ne sais pas si vous le savez, c'est un terme utilisé par les Grecs pour désigner tous ceux qui... Qu'est-ce que c'est qu'un barbare pour un Grec? Ouais. Non. Non, non, un Grec n'a jamais vu de teuton de sa vie. Ah non, non, non. Les Grecs vont utiliser le mot de sauvage. Mais alors c'est quoi? Alors non, c'est pas exactement un sauvage. Pour un barbare, c'est très directement. Oui, dites-moi. Non, c'est pas quelqu'un qui fonce dans le tas. Un barbare, c'est quelqu'un qui ne parle pas grec. Un barbare pour un grec, c'est quelqu'un qui ne parle pas grec. Et en fait, barbaros, ça désigne le piaillement des oiseaux. Pour un grec, un barbare, c'est quelqu'un qui parle un langage qu'on ne comprend pas, de la même manière qu'on ne comprend pas le chant des oiseaux. Okay. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas grec, vous ne parlez pas grec, vous ne vous identifiez pas à la culture grecque, vous êtes quasiment un animal. Vous chantez comme un oiseau. Et qu'est-ce que c'est qu'un sauvage, pour ceux qui ont fait un petit peu d'espagnol ou qui en font encore? Qui fait encore de l'espagnol? Qu'est-ce que c'est que la selva? La selva. Non, ce n'est pas la salive, non. Bah, je sais pas, parce que moi, en ayant vu Predator, je sais ce que c'est qu'une selva. Oui, avec Arnold Schwarzenegger, exactement. Ouais. Non, ce n'est pas un alien. La selva, c'est la jungle. C'est la forêt, la selva. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un sauvage? Sauvage, ça va donner évidemment sylvestre, selva,
etc. Sylvie, Sylvie, c'est la femme des bois. Sylvain, c'est l'homme des bois. Et ben, le sauvage, c'est l'animal qui vit dans la forêt. Donc, en fait, la manière dont s'exprime le racisme de manière originaire, nous dit Lévi-Strauss, ce n'est pas sous la forme d'une hiérarchie entre les cultures, c'est carrément sous la forme de nous, nous sommes la culture, eux, ce sont des animaux, eux, ce sont des bêtes. Et donc c'est là que ce qu'on a vu la dernière fois est important, parce que ce que nous dit Lévi-Strauss, c'est que nous allons comprendre la différence culturelle sur le modèle de la différence homme-animal. Cette différence existe, évidemment, mais ce n'est clairement pas comme ça qu'on peut comprendre les différences entre les cultures. Ça va pour tout le monde? Alors, petite prise de notes. Je sais pas pourquoi mon chrono s'est déclenché. Hop. Donc, l'ethnocentrisme, c'est-à-dire l'ethnocentrisme, E-T-H-N-O, et ensuite centrisme, comme ça se prononce. L'ethnocentrisme, c'est-à-dire l'attitude qui consiste à faire de sa culture la norme et de juger les autres cultures en fonction de cette norme. En fonction de cette norme est une attitude profondément ancrée en nous. Oui. C'est une attitude profondément ancrée en nous. Dont les origines, une attitude profondément ancrée en nous et dont les origines remontent à loin. À loin. Nous nous identifions spontanément aux valeurs de notre groupe culturel. Aux valeurs de notre groupe culturel. Et nous rejetons hors de l'humanité les pratiques les plus différentes des nôtres. Nous rejetons hors de l'humanité les pratiques les plus différentes des nôtres. Pour le dire plus simplement, l'étranger nous semble étrange. Hors de l'humanité, les pratiques qui sont éloignées des nôtres, quelque chose comme ça.
les pratiques qui sont éloignées des nôtres, et donc nous trouvons l'étranger étrange. Autrement dit, hein, nous animalisons les différences culturelles. Nous animalisons les différences culturelles. Nous animalisons les différences culturelles au lieu de voir en elles un phénomène naturel. Au lieu de voir en elles un phénomène naturel. Un phénomène naturel. D'ailleurs, les mots barbares, les mots entre guillemets barbares et sauvages, renvoient au champ lexical. Des mots barbares et sauvages renvoient au champ lexical de l'animalité et de la forêt. Les mots barbares et sauvages renvoient au champ lexical de l'animalité, pour barbare, et de la forêt, pour sauvage. De la forêt. Alors, et sauvage, les mots barbares et sauvage renvoient au champ lexical de l'animalité et de la forêt. Alors le paradoxe, va nous montrer Lévi-Strauss, c'est que en réalité, les plus ethnocentristes, on pourrait dire, pour simplifier, les plus racistes, sont précisément ceux que l'homme occidental a tendance à traiter de barbares et de sauvages. Pourquoi? Parce que pendant des millénaires, nous dit Lévi-Strauss, pendant des dizaines de siècles, il n'y avait pas d'humanité. Non, je vous le dis. Autrement dit, il n'y avait aucune communauté humaine qui se représentait notre commune humanité, une humanité commune à toutes les cultures étrangères. Alors, je vais confisquer un téléphone portable, typiquement celui de Nathan. Il est sur votre table, non? Vous me l'apportez, vous me le mettez là. Je vous rappelle simplement un truc quand même. L'État subventionne généreusement, à coût de milliers d'euros, votre éducation. Donc que vous n'en vouliez pas, ça commence à devenir mon problème en fait, vu le montant des impôts que je paye. Donc, que disait Lévi-Strauss? Lévi-Strauss disait la chose suivante, effectivement, on rejette hors de l'humanité les cultures qui nous semblent étrangères. Mais ce que dit Lévi-Strauss, c'est que c'est une attitude qui est très ancienne et très répandue, beaucoup plus répandue qu'on ne le croit. La plupart des communautés humaines, et en réalité même la totalité des communautés humaines pendant des siècles, a fait arrêter l'humanité aux frontières du groupe linguistique, dans le meilleur des cas, parfois même du village, dans le pire des cas. Autrement dit, vous ne vivez pas dans le village, vous n'êtes pas humain. Vous n'êtes pas humain. Et c'est comme ça, en fait, que l'humanité, pendant très longtemps, a fonctionné psychologiquement. Deux preuves de cela. La plupart des tribus traditionnelles se désignent dans leur propre langage sous le nom de homme, d'humanité.
Cheyenne, ça veut dire, dans le langage Cheyenne, être humain. Guarani, dans le langage Guarani, ça veut dire être humain, etc., etc. Donc, la plupart des tribus des sociétés traditionnelles se désignent elles-mêmes comme l'humanité tout entière. Et ce qui ne fait pas partie de la tribu ne fait pas partie de l'humanité. Et ça va même très loin. C'est-à-dire qu'il y a certaines tribus amérindiennes qui vont voir dans des tribus étrangères des tribus de fantômes. Comme si l'étranger n'avait aucune, non pas aucune réalité humaine, mais aucune réalité corporelle. Mais non, il fumait pas la moquette. Et non, il fumait pas la moquette. Et en fait, ce que alors, il fumait le calumet de la paix, ça c'est sûr. Mais quand les conquistadors sont arrivés, en Amérique, ils n'ont pas fait autre chose. C'est-à-dire que la première chose qu'ils ont faite, l'une des premières choses qu'ils aient faites, l'une des premières opérations qu'ils aient menées, c'est de se demander si les Indiens avaient une âme, s'ils étaient véritablement humains, ou si c'était des animaux améliorés, capables de mieux chanter qu'un perroquet ou qu'un oiseau. Et donc, il va y avoir des commissions d'enquête déléguées par l'Église pour savoir s'il fallait baptiser ces Indiens, autrement dit, si ces Indiens avaient une âme, s'ils étaient véritablement humains, ou si c'étaient des animaux. Et ces Indiens-là, nous dit Lévi-Strauss, vont faire quelque chose de plus scientifique encore pour savoir si les conquistadors qu'ils avaient fait prisonniers étaient véritablement humains. Ils vont les mettre dans des cages et les noyer, okay, et ils vont regarder si leur cadavre pourrit ou pas. Si leur cadavre ne pourrit pas, ce ne sont pas des êtres humains. Donc en fait, ce que nous dit Lévi-Strauss, c'est que l'ethnocentrisme était tellement répandu et tellement fort jusqu'à une certaine époque où on a été capable de se représenter l'humanité de manière universelle et pas simplement comme une particularité culturelle de son village, de sa tribu, de sa société, de sa communauté. L'ethnocentrisme était tellement fort qu'on en vient à nier toute humanité à l'étranger et même parfois à nier toute réalité à l'étranger. Imaginez, vous appartenez à la tribu, je ne sais pas moi, de Chartres, et vous voyez un Lyonnais débarquer chez vous. Ce que vous allez faire, hein, c'est le transpercer de coups d'épée pour voir si c'est pas un fantôme. C'est ça que nous dit Lévi-Strauss. Lévi-Strauss nous dit en plus que ça a eu cours pendant des siècles, pendant des millénaires, et ça a eu cours partout. L'étranger, c'est l'étrange. Stranger Things. Okay. Petite synthèse là-dessus. Donc, le paradoxe, c'est que les groupes humains que nous accusons de sauvagerie voyaient exactement l'homme occidental de la même manière. Les groupes humains que nous accusions, les regards ont un peu changé quand même, que nous accusions de sauvagerie, voyaient l'homme occidental exactement de la même manière. C'est-à-dire
comme non humains. Pour les sociétés traditionnelles et tribales, pour les sociétés traditionnelles et tribales, l'humanité s'arrête, dans les sociétés traditionnelles et tribales, l'humanité s'arrête, dans le meilleur des cas, aux frontières du groupe linguistique. L'humanité s'arrête dans le meilleur des cas aux frontières du groupe linguistique. Aux frontières du groupe linguistique. Si bien que de nombreuses tribus que nous connaissons se désignent elles-mêmes que de nombreuses tribus que nous connaissons se désignent elles-mêmes sous le nom d'humanité. Autrement dit, être Cheyenne, c'est être humain. Être Guarani, c'est être humain, etc., etc. Dans le sens contraire, l'étranger est vu comme un animal, voire comme un fantôme. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? C'est censé sonner à quelle heure? 55, il nous reste 4 minutes. On peut continuer un petit peu la lecture du texte. Cette anecdote à la fois baroque et tragique illustre bien le paradoxe du relativisme culturel que nous trouverons ailleurs sous d'autres formes. C'est dans la mesure où l'on prétend établir une discrimination entre les cultures et les coutumes que l'on s'identifie le plus complètement à celle qu'on essaie de nier. En refusant l'humanité à ceux qui apparaissent comme les plus sauvages ou barbares de ses représentants, on ne fait que leur emprunter une de leurs attitudes typiques. Le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie. Alors que nous dit Lévi-Strauss? Lévi-Strauss nous dit, grosso modo, Lévi-Strauss nous dit que plus nous cherchons à nous distinguer de ceux que nous jugeons sauvages, plus nous allons nous identifier à eux dans leur attitude, puisque les sauvages sont précisément ceux qui ont tendance à exclure de l'humanité ceux qui ne font pas partie de leur village. Donc on croit être civilisé en traitant, entre guillemets, les sauvages de sauvages, mais en réalité, on se comporte soi-même à ce moment-là comme des sauvages, puisque c'est ce que font les sauvages, justement. Ceux que nous nommons sauvages, c'est précisément ceux qui nous voient comme des sauvages, qui nous perçoivent comme étant des sauvages. Est-ce que ça va, ça? Ok. Bon, je vous libère.
Et est-ce que je vous vois ou pas du tout vendredi en demi-groupe? Pas du tout. Ok. Je poste sur YouTube et je vais faire une playlist rien que pour vous.